Jean-Yves Camus, bonjour. Vous êtes Bonjour. directeur de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès. Alors, est-ce qu'il faut interdire un mouvement comme Génération Identitaire? Est-ce qu'il y a un risque pour la République, pour la démocratie? Alors, est-ce qu'il y a un risque pour la République d'être renversée par ce groupuscule? Très clairement, non. Vous savez que dans les 7 critères qui sont répertoriés par le Code de la sécurité intérieure et qui permettent de dissoudre un mouvement, quel qu'il soit, il y a un critère qui concerne la capacité ou la volonté de renverser les institutions républicaines. Ça n'est pas le cas. On parlait tout à l'heure de 2800 personnes. Vous pouvez enlever le 2 pour avoir une idée exacte du noyau militant. Ils sont beaucoup moins nombreux, vous dites? Écoutez, Laurent Nunez dit que l'ensemble de la mouvance d'ultra-droite, ça fait 3000 personnes. Donc, il est assez impossible que l'ensemble de la mouvance d'ultra-droite corresponde en nombre de militants à celui annoncé par Génération Identitaire seul. C'est le plus important des groupuscules de l'ultra-droite, mais ça ne fait pas 2800 personnes. Après, il y a 2 autres critères qui permettent d'interdire. Le premier, c'est la constitution de milices privées ou de groupes de combat. Et le petit 6, c'est l'incitation à la discrimination ou à la haine. Ce sont les 2 critères qui ont été retenus par le ministre de l'Intérieur dans le courrier qu'il a adressé à Génération Identitaire pour lui annoncer son intention de dissoudre. Alors, l'incitation à la haine ou à la discrimination, ça se plaide. Quand Génération Identitaire déploie sur le toit de la caisse d'allocation familiale de Bobigny une banderole avec marqué « de l'argent pour les Français, pas pour les étrangers », effectivement, c'est discriminatoire parce qu'en France, on a droit à des prestations sociales indépendamment du fait qu'on soit français ou étranger. Il suffit de remplir des critères qui n'ont rien à voir avec la nationalité. Les milices privées, honnêtement, la manifestation que nous avons vue à l'image, je l'ai suivie plusieurs fois. Je n'ai pas l'habitude de me promener au milieu d'attroupements de milices privées. On a vu à peu près l'âge des participants, la configuration de la manifestation. Non, j'y crois pas trop. Qu'est-ce que Génération Identitaire apporte de nouveau? Ces motivations ne sont pas nouvelles. Anti-migrants, anti-étrangers, défendre l'Europe, c'est pas nouveau. Alors, qu'est-ce que Génération Identitaire dit de plus aujourd'hui? Alors, c'est pas tant la question de le dire que la manière de le dire. C'est-à-dire que les images qu'on a vues l'ont prouvé. Génération Identitaire et avant le bloc identitaire, son ancêtre direct, sont passés maîtres dans l'art d'utiliser les réseaux sociaux et de mettre en scène leurs actions. C'est-à-dire qu'en clair, il y a un vidéaste sur place qui fait des images en direct et qui les diffuse immédiatement sur YouTube, sur Internet, etc. C'est bien fait. Ça frappe l'œil. Il y a un certain nombre de moyens qui sont déployés et qui sont assez inhabituels. Par exemple, l'hélicoptère qu'on a vu dans l'opération Defend Europe et qui rappelait étrangement un hélicoptère de la gendarmerie nationale. Mais finalement, les thèmes, ce sont les thèmes de l'extrême droite de toujours, qui a été, alors dont certains groupuscules ont été dissous, mais depuis des dizaines d'années. On a régulièrement des dissolutions qui n'empêchent pas nécessairement ceux qui ont été dissous de recommencer. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau concernant, par exemple, l'internationalisation du financement? Est-ce que ce groupe fait partie d'une espèce de confédération internationale avec des ramifications un peu partout en Europe ou même aux États-Unis? Alors, il y a effectivement une particularité de Génération Identitaire. C'est que, contrairement au Rassemblement national, ce groupe ne raisonne pas en termes de politique hexagonale. L'identité, selon les identitaires, c'est l'identité locale. Vous êtes de Toulouse, de Marseille, de Strasbourg, de Paris. C'est l'identité nationale. Vous êtes français, italien, allemand. Et c'est l'identité européenne, ce que Marine Le Pen ne prend pas en compte. Pour les identitaires, les Européens, tous les Européens, ont un substrat civilisationnel commun, ce qui explique que pour eux aussi, tous ceux qui ne sont pas, entre guillemets, des Européens de souche, ne peuvent pas s'assimiler. Marine Le Pen dit l'assimilation, elle est possible. Tout individu, quelle que soit sa couleur de peau et sa religion, peut, s'il le veut, s'assimiler à la nation française. Les Européennes disent non, si vous n'êtes pas d'ici, vous ne serez jamais d'ici. Donc il y a des ramifications internationales. Enfin, ce ne sont pas des ramifications d'ailleurs. Le bloc identitaire, plus exactement, a servi de modèle à un certain nombre de mouvements identiques qui ont émergé avec une certaine force en Allemagne,
où il est surveillé par les services de sécurité, en Autriche, où il l'est tout autant, et à une moindre échelle, en Italie, en Catalogne, en Belgique, à un moment donné en Grande-Bretagne. Mais ce qui est intéressant, c'est leur intérêt pour l'Europe en tant que fait civilisationnel. Quel est le profil de ces jeunes? On les voit à l'écran, c'est des jeunes personnes de bonne famille, on sent qu'il y a... Est-ce que là aussi, il y a une différence, une nouveauté en termes de profil? Alors, c'est pas uniquement des jeunes de bonne famille. Si on regarde par exemple les actions de génération identitaire ces derniers mois sur Telegram, sur leur fil Telegram, on constate qu'ils ont beaucoup investi le champ des universités. Donc ils cherchent en début d'année scolaire, universitaire, à amener vers eux des gens qui sont des étudiants. Il y a des lycéens, il y a des étudiants, il y a des jeunes déjà engagés dans la vie active, d'un petit peu tous les milieux, avec souvent un bagage intellectuel qui n'est pas négligeable. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que certains d'entre eux décident ensuite de s'investir en politique plus durablement, d'une autre manière, et leur débouché, pour les plus motivés, les plus intelligents d'entre eux, c'est évidemment d'être collaborateurs d'élus du Rassemblement national ou de devenir militants puis élus du Rassemblement national. Est-ce que Génération Identitaire est le revers d'une même médaille, une réponse en sorte à tout ce courant racialiste, indigéniste? Est-ce que c'est une réponse quasi automatique à ce type de mouvement? Je crois qu'effectivement, on ne peut pas négliger l'impact qu'a eu la cancel culture, qu'a maintenant le mouvement BLM, tout ce qui concerne également la mémoire qui n'est pas encore totalement clarifiée de la guerre d'Algérie et des guerres coloniales dans leur ensemble. À un moment donné, il est assez inévitable qu'il y ait des mouvements qui s'affirment contre toutes ces tendances de la société. Encore une fois, c'est quand même l'extrême droite de toujours, vous savez. Il n'y a rien de très très neuf là-dedans, si ce n'est des méthodes de communication qui ont permis à Génération Identitaire d'avoir une résonance médiatique que les autres groupes ne cherchaient pas et n'avaient pas. Et ravivé sans doute aussi par un climat en ce moment où le débat, les discussions sont beaucoup racialisées, communautarisées. Chacun, au fond, essaye de trouver son espace, son camp. Ravivé par un débat où on a l'impression qu'il n'existe plus de questions sociales. Et où effectivement, à longueur de journée et à longueur de débat et d'antenne, on ne parle plus que de savoir ce qu'est effectivement être français, sans d'ailleurs donner de réponse souvent extrêmement précise. Est-ce que l'échec des politiques sociales, économiques, est aussi un peu... un facteur qui favorise justement le déplacement de ces questions de la sphère sociale à la sphère identitaire? Est-ce que c'est l'échec des politiques sociales? Je ne suis pas sûr. La question sociale reste aujourd'hui, me semble-t-il, la question première pour beaucoup de Français, voire pour une majorité de Français, et ça va le rester avec les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire. Maintenant, il y a une surmédiatisation du fait identitaire, incontestable. Quand on regarde le temps d'antenne qui lui est consacré, et qu'on met en regard le temps d'antenne qui est consacré aux questions sociales, très nettement, il y a une surreprésentation des discussions sur le fait qu'est-ce que c'est qu'être français. Très rapidement, vous avez écrit en 2015 l'ouvrage « Les droites extrêmes en Europe », traduit depuis en anglais. Est-ce que l'actualité, aujourd'hui, ferait qu'on pourrait rajouter un chapitre? Qu'est-ce qui a changé entre 2015 et 2021? Alors en fait, on a déjà rajouté un chapitre dans l'édition espagnole qui est parue il y a quelques mois pour prendre en compte, par exemple, la percée électorale du parti Vox en Espagne. Et je pense que s'il y avait d'autres éditions dans d'autres langues, on serait à chaque fois obligé de rajouter un chapitre, parce que ces mouvements sont avant tout des mouvements nationalistes, quand même. Donc ils s'inscrivent dans un contexte qui diffère à chaque fois de pays en pays. Merci beaucoup Jean-Yves Camus d'avoir été notre invité.